It brings a tear into my eyes when I begin. Samedi 26 juin 2021, l'autrice et animatrice télé et radio Joyce Orman était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son dernier livre, À la folie, édité chez Flammarion dans le cadre du festival Le Marathon des mots. I guess I'll drown in my own tears. I sit and cry. Bon, ben merci, avant toute chose, merci d'être là, bien évidemment. Et puis, je crois aussi que ça vaut le coup de dire qu'autant Joy que moi sommes absolument ravis de retrouver des gens en face de nous, de discuter avec des gens et de pouvoir transmettre en direct nos passions pour les livres et discuter des belles œuvres au fur et à mesure qu'elles se produisent, qu'elles sortent, puisque ce livre est sorti cet hiver. Merci Joy Sorman d'être ici aujourd'hui. Et merci d'être là pour défendre votre livre qui se défend très très bien tout seul en plus, il n'y a pas de souci. Donc ça s'appelle À la folie, c'est publié chez Flammarion, c'est sorti au mois de février. Et sur le 4e de couverture, il est dit, et c'est tout à fait vrai, que c'est le résultat d'observations que vous avez menées pendant un an dans une unité d'un hôpital psychiatrique. Et ça s'appelle À la folie, et c'est tout. Dessous, il n'y a pas écrit roman, récit, témoignage, essai, pamphlet, mon opinion sur. Non, c'est juste À la folie. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet littéraire que vous nous avez offert et de quel projet il est le fruit et surtout de quelle envie, quoi. Alors, d'abord, bonjour à tous. Ça va le son, là, non? C'est pas un peu bizarre? Oui. Comme on le disait, c'est vraiment un bonheur de retrouver les rencontres et les lecteurs. Et c'est vrai que ce livre, il est sorti en février. C'est la première fois depuis que le livre est sorti que je suis face à des lecteurs. Donc, voilà, je suis ravie. Je vous remercie d'être venus. Alors ce livre, qui n'a pas de genre sur la couverture, mais on pourrait dire que c'est un documentaire littéraire, on pourrait dire que c'est un récit, on pourrait dire que c'est un roman sans fiction. Vous savez, maintenant, les catégories sont quand même assez fluctuantes. Et on s'est entendu avec l'éditrice pour ne rien mettre sur la couverture, parce que je voulais garder cette espèce pas de flou, mais d'indifférenciation autour du genre. Ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est de la littérature. C'est pas un travail de journaliste, c'est pas un reportage, c'est pas un documentaire à proprement parler, c'est pas un essai, ni un pamphlet pour dénoncer l'état de la psychiatrie. Je voulais vraiment faire un ouvrage de littérature, c'est-à-dire de voir comment est-ce que la littérature, le genre littéraire, pouvait rendre compte de ce mystère qu'est la folie. Il y a une longue tradition de compagnonnage entre la littérature et la folie, et pour plein de raisons. Parce que souvent on me dit, mais pourquoi est-ce que vous avez écrit sur ce sujet? J'ai l'impression que c'est un sujet éminemment littéraire. D'abord parce que la folie, qu'est-ce que c'est? C'est une fiction. Finalement, le fou, c'est celui qui s'invente une vie, qui s'invente une identité. Le fou, c'est celui qui a été déçu par la réalité et qui décide d'en construire une autre. C'est un peu aussi ce que racontent tous les patients que j'ai croisés, qui sont dans mon livre. Ils ont été déçus par le réel, et donc ils se construisent de nouvelles vies, de nouvelles identités, de nouveaux désirs. Le monde n'a pas été à la hauteur de leurs désirs. Et de ce point de vue-là, la littérature a à voir avec la folie. La littérature, elle est là aussi pour prendre acte du réel, mais aussi prendre acte de la déception que le réel peut produire chez nous. Bon. Donc, avec la folie, on est tout de suite dans la fiction. Mes personnages, ils se prennent pour le soldat inconnu, ils se prennent pour des chamans, pour des loups-garous. Voilà, ils sont tout de suite, immédiatement des personnages. Donc, on est dans la fiction. Et pour continuer sur cette espèce de métaphore littéraire, on est surtout dans une aventure du langage. Parce que qu'est-ce qui caractérise la langue folle, si je puis dire? C'est
une façon de sortir hors de la norme du langage. C'est une façon de parler de manière totalement dégondée, déviante, d'inventer même des mots. La parole du fou, c'est une parole de l'invention, c'est une parole qui sort de la parole commune. Vous savez qu'il y a une grande tradition de poètes internés, on pense à Artaud, à Baudelaire. Donc il y a ce compagnonnage aussi du point de vue de la littérature. Et puis peut-être la dernière chose, c'est que ce qui caractérise aussi la folie et la littérature, c'est une manière d'interroger la norme, d'interroger la normalité, d'essayer de sortir de la norme, de sortir d'un cadre rigide de la norme. Et là aussi, on pourrait dire que voilà, la littérature comme la folie suivent deux lignes parallèles. Donc pour toutes ces raisons, ne serait-ce que ces raisons-là, la littérature me paraissait une bonne manière de parler de la folie, et aussi une manière que je trouvais plus intéressante pour moi que l'essai, dans la mesure où, quand vous écrivez un récit, un roman, vous écrivez toujours des vies. Ce qui caractérise le roman, là au sens large, c'est toujours la mise en avant d'individus. Un roman, c'est d'abord des personnages, c'est d'abord des vies. La littérature, c'est le niveau de l'individu, c'est le niveau individuel pour penser. On a des personnages, on a des corps, on a des existences. Et donc moi, j'avais envie de parler de la folie, non pas en général, ou de la psychiatrie, non pas en général, comme on peut le faire dans un essai, mais justement en passant par cette puissance de l'individu, de l'incarnation individuelle. Et ça, c'est la littérature qui le permet, parce que la littérature, c'est le lieu de l'individuel, c'est le lieu de la singularité, c'est le lieu d'une vie comme ça qu'on prélève de la masse et qu'on va regarder de près, sur laquelle on va s'attarder. Voilà, donc pour toutes ces raisons, outre mon goût aussi pour la phrase, pour la langue, pour la poésie, je ne me voyais pas traiter autrement ce sujet que par le récit littéraire. Et vous êtes vraiment dans toutes les scènes que vous décrivez, parce qu'en gros, il y a très peu, il y a de l'argumentation, mais il y a surtout énormément de scènes, de comptes rendus, de vécus, de choses que vous avez observées. Vous êtes extrêmement proche. Vous êtes très très près de ce qui est en train de se passer, de ce dont vous témoignez. Et pour parler cuisine un peu, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour obtenir comment vous avez pu préparer ça, comment vous avez fait pour obtenir le droit d'être aussi près des gens, aussi près de gens qui en plus sont protégés quelque part, même si on peut discuter de la qualité de la protection. Comment vous avez réussi à vous approcher aussi près de vos sujets, et je précise que les sujets, ce ne sont pas uniquement les malades, mais c'est aussi les soignants, c'est le personnel administratif, les aides-soignants, etc., etc. Oui, alors c'est vrai que mon projet initial, donc quand j'ai décidé d'écrire sur la folie, sur la psychiatrie, sur l'enfermement psychiatrique, pour moi, ça ne pouvait passer que par une immersion. C'est-à-dire que je ne me voyais pas inventer, ou je ne me voyais pas travailler à partir de documents, de témoignages. Il fallait que je fasse l'expérience moi-même, parce que finalement, le livre, il raconte aussi ça. Il raconte l'immersion d'un corps étranger, à savoir le mien, dans un lieu hostile, inconnu, qui échappe au regard, dans lequel on n'a habituellement pas le droit de pénétrer si on n'est pas soi-même patient, ou famille de patients, ou ami de patients, etc. Donc voilà, le livre raconte aussi cette façon dont un corps étranger est plongé dans un bain qui ne lui est pas destiné, et qu'est-ce que ça produit sur ce corps étranger. Donc le livre est une succession comme ça de portraits de patients et de soignants, de scènes exemplaires, et donc moi je suis là aussi sur cette scène. C'est vraiment comme un petit théâtre psychiatrique, et il fallait, pour mon projet, il fallait que j'ai l'autorisation donc d'y aller. Alors ça a été extrêmement long et compliqué d'obtenir une autorisation. Je me suis heurtée à beaucoup de refus de beaucoup d'hôpitaux dans plusieurs endroits de France. Et pourtant, j'étais souvent cooptée par des psychiatres, donc par des professionnels qui me mettaient en contact avec des chefs de service. Bon, ce sont des lieux où il y a une paranoïa assez importante. Et des lieux aussi où on ne fait pas vraiment la différence entre un écrivain et un journaliste.
Et donc il y avait l'idée que moi je venais comme une journaliste, avec ce que ça peut avoir de voyeuriste, de malveillant, de la personne qui vient justement chercher les ennuis, voir ce qui dysfonctionne, dénoncer, qui ne vient pas avec des bonnes intentions, qui veut faire un coup, qui veut faire un scoop. Et c'est vrai que ces dernières années, en plus, il y a eu plusieurs reportages en caméra cachée dans des unités psychiatriques particulièrement violentes et difficiles. Donc ça a alimenté la paranoïa. Et donc moi, j'ai essayé d'expliquer que c'était pas ça mon projet, que j'étais écrivain, que c'est pas la même chose, et que moi, je venais alors pour témoigner d'une réalité, mais avec de la bienveillance. Et voilà, et pour tenter aussi justement une aventure du langage et une aventure humaine, essayer de rendre compte de vie, dans leur complexité, parce que ce qui caractérise aussi, je leur disais, la différence entre un écrivain et un journaliste, c'est qu'un journaliste, il va y aller une semaine, quelques jours, 2 semaines peut-être. Et je disais, moi, je veux y passer 1 an, parce que ça me semblait être le minimum pour justement approcher un peu précisément les choses, essayer de comprendre, essayer de nouer des relations, essayer de saisir toute la complexité de cette réalité, et que l'expérience de l'écriture littéraire, c'est une expérience de la durée, de la patience, et que écrire, c'est d'abord prendre son temps, et que faire un livre, c'est d'abord faire cette expérience de la durée, sans impatience, sans être pressé, sans vouloir en finir. Bon. Et voilà, donc quand j'expliquais ça, j'étais pas toujours très bien comprise, toujours très bien reçue. Donc j'ai eu comme ça une succession de refus. Puis un jour, il y a un chef de service qui a accepté de me recevoir, recommandé par un psychiatre, et qui m'a dit, bon, mais c'est quoi votre projet, qu'est-ce que vous voulez écrire? Et je lui disais, mais précisément, je viens vous demander de passer 1 an chez vous parce que je ne sais pas ce que je veux écrire. Si je savais, je n'aurais pas besoin de venir passer du temps. J'ai juste le désir précisément d'être là, le désir de passer du temps, d'essayer d'attraper cette réalité, de raconter quelque chose. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en ressortira. Je ne peux pas deviner quelle sera cette expérience. Je me disais, ah, c'est embêtant, si je ne sais pas ce que vous allez écrire, je ne peux pas vous laisser venir. Je me disais, mais on est dans une situation aberrante. Enfin, alors, j'entends souvent d'ailleurs les réalisateurs de documentaires au moment où vous savez, ils déposent des demandes de subvention, des dossiers pour des demandes de subvention, et qu'on leur demande des synopsis, des résumés. Et qui disent, mais non, mais en fait, un documentaire, c'est aller quelque part, capter une réalité que je ne connais pas encore. Donc, je peux pas, c'est pas comme une fiction. Donc, il y a cette espèce de délire, voilà, qui est compliqué à surmonter. Bon. Et donc, j'ai dit au psychiatre, la seule chose que je peux faire, c'est vous apporter mes précédents livres, et puis vous jugerez sur pièce. Si les livres vous plaisent, si vous avez l'impression que mon regard est juste pour vous, et ben, laissez-moi venir. Et puis si ça ne vous va pas, c'est non, mais je ne peux pas vous dire plus. Et Dieu merci, il a lu 2-3 de mes précédents livres, et il a trouvé ça bien. Enfin, en tout cas, ça a suffi pour qu'il me fasse confiance. Alors ça, c'était la première étape. Après, il a fallu rencontrer le pouvoir administratif, signer des contrats de confidentialité, faire des réunions avec les soignants, avec les syndicats. Bon, j'ai passé une espèce de série comme ça d'entretiens d'embauche. Et à un moment, on m'a dit oui. Et alors là, ce qui était incroyable, c'est que le moment où on m'a dit oui, là, c'était vraiment open bar. C'est-à-dire qu'on m'a donné les clés du service, un service fermé quand même, on m'a donné les clés, et on m'a dit maintenant, c'est d'accord, allez-y. On vous attend mercredi prochain, parce que j'y allais tous les mercredis. Et alors là, je pouvais circuler absolument librement partout. On ne me demandait plus rien, on ne me surveillait pas. J'avais les horaires que je voulais, je parlais à qui je voulais. Et donc, je suis passée de cette extrême paranoïa à une liberté de mouvement totale, qui était quand même parfois mise à mal parce que on ne m'avait pas expliqué justement les règles que je devais suivre avec les patients. Et il m'est arrivé, j'en fais parfois mention dans le livre, d'aller m'asseoir à table avec des patients à la fin d'un repas, ou alors de tenir la main d'un patient qui n'était pas bien, qui pleurait, donc je lui tenais la main, comme on fait dans la vie, en fait, de manière complètement spontanée. Quand quelqu'un va mal, on pose une main sur son épaule, j'offrais des cigarettes, et j'ai été plusieurs fois convoquée, vraiment comme une élève en faute, et on m'a dit vous allez trop loin avec les patients, etc. Bon, donc la liberté était totale, et en même temps j'avais aussi des rappels à l'ordre, mais qui témoignaient de la bizarrerie de ma place, parce que
c'était quand même pas normal d'être là. Ouais. C'est-à-dire que j'étais pas soignant, j'étais pas la famille, j'étais pas visiteuse d'hôpital psychiatrique, j'étais pas amie. J'avais un statut complètement bâtard qui correspondait à rien. Normalement, il n'y a pas un écrivain qui traîne comme ça dans un service de psychiatrie. Et donc, il y avait beaucoup de soignants, justement, qui n'étaient pas très à l'aise avec ma présence, qui n'arrivaient pas bien à l'identifier. Avec les patients, ça se passait mieux parce que, comme ils étaient très délaissés, que le personnel manquait de temps pour s'occuper d'eux, pour parler avec eux en particulier, au moins le mercredi, il y avait quelqu'un qui n'avait rien d'autre à faire que de parler. Donc c'était plutôt joyeux et ça se passait bien. Mais pour les soignants, c'était plus compliqué. J'étais un peu à traîner dans leurs pattes. Donc il fallait aussi que je trouve ma place, que je la règle au fur et à mesure de l'année. Le livre, il témoigne un peu de ça. Donc c'est vrai que au début, j'ai cru que ma présence allait être discrète, neutre. Et en fait, je n'arrêtais pas de perturber la marche du service d'une certaine façon. Et c'est aussi ça que ça raconte. Pour autant, pour avoir lu le livre en entier, c'est vrai qu'il y a quand même, on ne va pas s'étendre dessus, mais il me semble qu'il y a eu de la part des soignants, de la part de l'encadrement, vraiment une très très grande générosité, parce que ce qu'ils vous racontent, visiblement, on ne le raconte pas à n'importe qui, et il y avait une qualité d'expression qui était importante, c'était dense ce qu'ils vous ont dit. Il y a vraiment des choses passionnantes. Oui, alors... Et de confiance, qu'on ne dit il y a des choses qu'on ne dit qu'en confiance. Alors c'est là où on revient à la question de la littérature, c'est que un récit comme ça, pour documentaire qu'il soit, est aussi un livre de fiction, précisément. C'est comme un documentaire au cinéma. Il y a toujours de l'invention parce qu'il y a du montage. Et en fait, un documentaire, c'est pas le réel, alors que la fiction, ce serait l'invention. C'est jamais aussi simple que ça. Quand on va voir un film documentaire au cinéma, il y a du montage partout, donc il y a de la reconstruction, donc il y a de l'invention d'un discours. Et mon livre, il est issu aussi d'un montage. Il y a du montage dans ce livre. Alors, ce qui veut dire déjà que j'ai pu gommer beaucoup de choses négatives. Il y a des soignants avec qui ça s'est pas bien passé, où j'ai pu assister à des scènes. Alors, il y a des scènes une scène en particulier de violence dans le livre. Et puis il y a une psychiatre qui s'appelle Sarah où on sent dans le bouquin qu'elle parle pas très bien aux patients. Mais bon, j'ai pu assister à des choses que je trouvais assez choquantes. Mais je me suis empêchée de les raconter, ou alors je les ai extrêmement amoindries, parce que je me suis dit que c'était pas mon rôle précisément, que je voulais pas faire un livre pour dénoncer des gens, qu'en plus j'ai pas la légitimité pour. Je débarque, je vais pas commencer à juger des psychiatres qui sont là depuis 15 ans et qui sont eux aussi en souffrance parce que ça se passe très mal à l'hôpital. Donc même si en mon fort intérieur, je pense que j'ai assisté à des scènes qui sont contraires à la déontologie médicale, et je continue à le penser, mais ça n'est pas mon rôle. Voilà, c'est pas un tribunal, ce livre. Donc j'ai gommé ces choses-là, et j'ai voulu garder aussi les témoignages de souffrance des soignants, parce qu'en allant là-bas, la souffrance des patients, ça je m'y attendais. La souffrance des soignants, je l'anticipais aussi, parce qu'on n'a pas besoin de mon livre pour savoir à quel point les soignants à l'hôpital public sont en souffrance. Je crois que depuis 1 an et demi, on est encore plus au courant. Donc j'imaginais bien la trouver, mais c'est vrai que j'imaginais pas à quel point elle serait forte. J'imaginais pas à quel point, en rentrant dans le détail du pouvoir administratif, j'allais me rendre compte de la folie et de l'aberration, justement, de la culture du management à l'hôpital, etc. Donc ils étaient très avides de me parler de ça, et je voulais que le livre serve aussi de témoignage de ça. Donc voilà, j'ai gardé cette intensité-là chez les soignants, et puis j'ai donc aussi fait du montage, c'est-à-dire que j'ai pu prendre des propos de divers soignants et les mettre dans la bouche d'un seul, ne serait-ce que pour la construction du récit, pour la fluidité de la lecture, et parce que justement je ne suis pas journaliste, je ne suis pas tenue à une retranscription mot à mot de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui différencie là aussi le journalisme de la littérature, c'est que le journalisme, on a une exigence de vérité. En littérature, on a une exigence de justesse. Moi, ce que je voulais, c'est être juste. Et donc, si je mettais dans la bouche d'un soignant une phrase qu'il n'avait pas dite, pour moi, ce n'était pas un problème.
si la phrase était juste et rendait justice à la souffrance du soignant, voilà, je me sentais dans mon bon droit, entre guillemets. Et je donnerai pas un exemple. Alors, c'est pas un soignant, c'est un patient. Il y a dans le livre, si certains d'entre vous l'ont lu, il y a un patient qui s'appelle Arthur, qui est un grand mélancolique, qui est vraiment le patient le plus bouleversant que j'ai rencontré, parce que c'est vraiment un bloc de souffrance. Je le compare à une espèce de matière noire comme ça qui vous aspire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre les patients délirants qui, eux, justement, sont dans des fictions qui les tiennent en vie. Qui les protègent. Qui les protègent. Et puis ceux qui sont justement dans la mélancolie, c'est-à-dire le stade ultime de la dépression, et qui sont que des blocs de terreur, d'angoisse, de souffrance, de non-sens. Et face à cette douleur-là, vous êtes vraiment très démunis. Et les médecins, d'ailleurs, le sont. Ils disent que c'est beaucoup plus difficile de les soigner qu'un psychotique comme Franck qui se prend pour un loup-garou. Et à un moment, donc, je discutais avec cet Arthur. Enfin, discuter, c'est un bien grand mot. J'essayais en tout cas, d'être là. Je ne sais pas, d'avoir un échange d'une manière ou d'une autre, sans être maladroite, ce qui est toujours compliqué dans ces cas-là. Et donc Arthur, il me parle un peu. Et dans le livre, à un moment, j'écris cette phrase prononcée par Arthur. Je n'existe pas, si au moins j'existais, je pourrais me détruire. Et Arthur, il n'a jamais prononcé cette phrase. Mais tout son corps exudait cette phrase, criait cette phrase, exprimait cette phrase. C'est que je le regardais depuis 1 heure et c'était ça que son silence disait d'une certaine façon. Et donc, je me suis permise d'inventer cette phrase et de la mettre dans la bouche d'Arthur. Alors, on pourrait me le reprocher, hein, parce que c'est vrai que c'est une espèce de geste autoritaire de l'écrivain, mais c'était aussi un défi du livre et un défi de la littérature face à la folie. C'est comment est-ce qu'on peut approcher avec les mots, justement, l'indicible, l'opaque, le mystère. Comment est-ce que je pouvais essayer. Je ne pourrais jamais comprendre la folie, je ne pourrais jamais la dire exactement, mais essayer de m'approcher le plus possible. Et ça me semblait juste, ces mots me semblaient justes pour essayer de faire sentir un petit peu, approcher un petit peu la douleur d'Arthur. Et c'est vraiment ça qui m'a inspiré. Alors la phrase, elle est de moi, et c'est ce qui m'inspire, et c'est ma subjectivité. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a de la fiction dans ce livre. C'est pour ça que ce livre est aussi un roman, qu'il y a du montage, qu'il y a de l'invention, mais toujours avec cette idée qu'il s'agit... justement là où la réalité n'est pas assez satisfaisante, où la situation ne me donne pas assez de billes, avec les mots, avec les phrases, d'augmenter cette réalité pour essayer de la toucher d'un peu plus près. En fait, c'est exactement la question que je voulais vous poser, parce qu'il n'y a pas que Arthur, le discours des patients est en général d'une limpidité, leur souffrance, en tout cas pas forcément leur souffrance d'ailleurs, leur état s'exprime avec une honnêteté, une précision absolument remarquable. Et je me demandais vraiment comment vous avez fait quel était le traitement, parce que j'imagine que vous avez écouté, quel était le traitement que vous avez fait subir à leurs propos pour les rendre aussi palpables. Et vous insistez à juste titre sur le côté avant tout littéraire de cette œuvre. Vous avez joué d'une manière absolument stupéfiante et magnifique de l'alternance entre discours direct et discours indirect. Et c'est vrai que j'ai plus la citation pour Arthur en tête, mais dans la même phrase, vous êtes capable de parler le jeu qui ressemble beaucoup à Joyce Orman, et à la fin de la phrase, c'est celle qui dit je, j'avais un exemple en tête, celle qui dit je, c'est la patiente. Et il y a même une occasion, je crois, et là, je ne crois pas que ce soit avec une patiente, où finalement, on ne sait plus qui c'est qui parle, je crois que c'est une psychologue, on ne sait plus si c'est votre sensation ou le rendu de la pro qui s'exprime. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. À chaque fois, ça marche. Merci. Non, c'est vrai que c'était ça, c'est un point pour moi essentiel du livre. C'est-à-dire que donc, j'ai passé 1 an en immersion, donc en immersion 1 fois par semaine. Donc c'est une immersion quand même légère, mais ça laisse le temps d'approcher un peu une réalité. Donc pendant 1 an, j'ai pris des notes, j'ai accumulé des notes. Alors, il y avait
trois dispositifs. C'est-à-dire que j'assistais à des entretiens entre des psychiatres et des patients, où là, j'avais vraiment mon carnet, mon stylo, et je prenais des notes. Et avec justement ce souci de restituer vraiment au plus près possible, mot à mot, la parole des patients. Alors, je me contredis, puisqu'il y a 5 minutes, je vous racontais que j'avais inventé des phrases dans la bouche d'Arthur, mais je dirais que cette invention, elle est marginale. L'immense majorité des propos rapportés sont sont vraiment l'exacte transcription de ce verbe très singulier, très poétique, très inspirant, des patients. Donc, pendant les entretiens, je notais. Alors, je n'enregistrais jamais avec un dictaphone parce que je trouvais ça intrusif, désagréable pour tout le monde. Enfin, pas pour moi, mais pour les patients et les soignants. Enfin, le côté, je pose mon truc enregistré là sur la table, je trouvais que ça faisait un peu flic. Donc, ça, je voulais pas le faire. Ça, c'était le premier dispositif. Il y avait un autre dispositif, c'est-à-dire que j'avais un petit bureau à disposition, quelques heures par semaine, enfin le mercredi, pardon. Et donc, je disais aux patients et aux soignants que ça intéressait de venir me parler. J'avais la porte ouverte et puis ils venaient me parler. Et donc, là aussi, je leur disais, ça ne vous dérange pas si je prenais des notes, je prenais des notes. Bon. Mais finalement, ces deux dispositifs-là, ils étaient assez mineurs par rapport au dispositif majoritaire qui était de la parole informelle. Parce qu'en réalité, comme j'étais là à naviguer dans le service, parfois je m'asseyais à côté d'un patient devant la télé, j'essayais d'entamer une conversation, ça marchait pas. Alors parfois je me taisais, je regardais les clips avec le patient, puis je revenais plus tard, ou je passais une tête dans la salle de repos des infirmières, j'essayais de poser 2-3 questions. Bon, j'essayais de glaner comme ça un peu des informations ou d'engager des conversations. Et cette parole-là, je la recueillais de différentes manières, justement en fonction des moments et des individus. C'est-à-dire que parfois, je sentais que je pouvais sortir mon carnet, prendre quelques notes, et d'autres fois, et il fallait faire confiance à son intuition, je sentais que c'était pas bienvenu, quoi, que ça allait être maladroit. Et donc, dans ces cas-là, j'essayais d'enregistrer au maximum, et puis après, j'allais me cacher dans un coin du service, puis hop, je notais. Parce que je ne voulais pas perdre, justement, ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils ont vu, pour le coup, j'y suis pour rien, ont vu l'incroyable verbe de ces gens-là, qu'aucun écrivain ne pourrait inventer. Quand, à un moment, Franck vient me voir et me dit... me chuchote à l'oreille comme un secret, tu sais, on vient de découvrir la première sirène mâle échouée sur une côte californienne. Je mets au défi n'importe quel écrivain de trouver une idée aussi géniale. Bon, alors ça, je risquais pas de l'oublier, cette phrase, parce que... Hein. Mais, enfin voilà, tout ça pour vous dire que pendant cette année, j'ai accumulé des notes. Le soir, quand je rentrais chez moi, je tapais tout dans un document Word. Et par ailleurs, c'est une année aussi où j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai vu des films, beaucoup de films documentaires, mais des films de fiction, lu des témoignages, lu des manuels de psychiatrie pour apprendre les différentes pathologies, les symptômes... Et j'avais lu aussi, par exemple, beaucoup de tous les cours de Foucault au Collège de France sur la folie. Je peux vous dire qu'il y en a des pavés. Hein, j'ai bien dû lire 3000 pages de Foucault sur le sujet, qui était aussi une manière pour moi d'accompagner mon immersion, d'essayer de mieux voir, de mieux comprendre les choses. Et puis, au bout d'un an, il a fallu décrocher. Parce que ce qui caractérise aussi la littérature d'immersion par rapport à un roman, c'est quand est-ce que vous décidez que ça s'arrête. Quand vous écrivez un roman, il y a un plan, vous vous dites, bon, ça va de là, à la fin il meurt, à la fin il se marie, à la fin je sais pas quoi, il part en voyage, il y a un moment ça s'arrête. Et la littérature d'immersion, pourquoi est-ce qu'en fait ça s'arrête? Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'arrête d'aller à l'hôpital psychiatrique? Il n'y a pas d'économie interne du projet qui me dit là c'est fini. Surtout en psychiatrie où on ne cesse d'apprendre des choses, où dès qu'on croit qu'on a une certitude, le lendemain elle est déjouée. J'aurais pu y passer ma vie et c'est sans fin. Et donc à un moment il a fallu que je coupe de manière même assez radicale parce que je voyais bien que ça ne pouvait pas non plus prendre autant de place dans ma vie. Hein. Il fallait quand même que j'en sorte. Mais c'était difficile d'arrêter. Je voyais bien que j'étais rentrée dans une espèce de cycle où ça aurait pu continuer. Donc, à un moment, je me suis dit, tu dois arrêter. J'avais aussi une masse de notes énorme. Et donc, j'ai passé une deuxième année à écrire, à rédiger.
Et là, il a fallu trouver une forme. Et j'ai eu beaucoup de difficultés pour finalement faire un livre qui est formellement extrêmement simple. Mais bon, je suis passée par plein de biais. Et j'ai eu cette idée. Donc, j'ai pas oublié votre question. Je viens au jeu. J'ai eu cette idée. Enfin, je sais pas si c'est une idée, mais ça me paraissait être la clé du livre et de ce que j'avais vécu. Et justement, la forme la plus juste de ce jeu que je qualifierais de glissant. C'est un jeu glissant, c'est-à-dire que le livre dit jeu, mais on glisse du jeu de la narratrice, le mien, au jeu d'un patient, au jeu d'un soignant, et sans cesse comme ça, on passe de l'un à l'autre. Parfois ça se sent comme une petite marche, parfois ça se sent pas, comme si c'était dans la continuité, parfois c'est plus radical, mais voilà, le jeu il n'arrête pas de glisser, de monter, de descendre, etc. Et ça me paraissait intéressant à plusieurs points de vue. D'abord pour la langue, la musique, la poésie. Ensuite pour régler la question de ma place, parce que ça a été très compliqué de savoir où est-ce que je me mettais moi dans cette histoire. À un moment, je me suis dit, je ne vais pas apparaître dans le livre, ça me gênait d'apparaître. Et après, je me suis dit, non, c'est malhonnête, parce que ta place, enfin, le fait que tu sois là, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça perturbe le service. Tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas là. Ça n'aurait eu aucun sens. Mais je trouvais ça un peu inconvenant. Enfin, je ne savais vraiment pas où me mettre. Et en même temps, donc je me disais, il faut que je dise jeu, mais je ne voulais pas être un jeu sur le côté ou un jeu surplombant. Ou je voulais être un... Voilà, je voulais une communauté de jeu. Je voulais que les patients, les soignants et moi, on soit ensemble et qu'on soit sur le même plan d'immanence, dans la même horizontalité. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment le lieu de la verticalité, le lieu de la hiérarchie. J'en parle aussi un peu dans le livre. Vous avez le médecin-chef, les psychiatres, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, les femmes de ménage et les patients tout en bas. C'est très vertical, c'est très hiérarchisé. Et donc moi, j'avais envie de remettre de l'horizontalité dans cette affaire. Et c'est aussi ça, la littérature, c'est remettre du commun, remettre de la démocratie là où on en manque, remettre de l'égalité, recréer une communauté par le langage. Et donc, voilà, je voulais que le jeu, il nous prenne tous ensemble, patients, soignants, moi, que moi, j'essaye de me départir aussi de cette position d'écrivain qui peut être surplombante. Hein, j'arrive, je suis là, je viens piller vos villes, le soir, je rentre tranquillement chez moi. C'est bon, c'est qu'il faut assumer. Ouais, même si j'y allais avec énormément de bienveillance, c'est que, voilà, j'y allais aussi avec des affects, des sentiments. Enfin, j'étais voilà, dans l'idée aussi d'avoir une expérience commune avec ces gens et de pouvoir témoigner pour eux. Mais donc, ce jeu, il est venu comme ça. Et quand je l'ai trouvé, il m'a un peu sauvé la mise. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le livre. Voilà, donc je suis contente que vous l'ayez relevé. Ça saute aux yeux parce que c'est vraiment, pour le lecteur, c'est vraiment une grande source de plaisir. Hein. Pas que chez vous, mais là, c'est vraiment très, 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 très réussi. Et parce que le temps presse malheureusement un peu. Donc ça commence par... non, regardez pas. Ah, super. Ça commence par des phrases un peu déclamatoires. Je m'imaginais, j'imaginais ceci. Donc on comprend assez vite que l'objet de votre livre, ça va être de vous apercevoir que ce que vous imaginiez, c'était de l'imagination. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a un vrai côté purement littéraire à cet ouvrage, puisque la tension dramatique, en fait, la tension narrative, elle vient de la manière dont vous avez su retranscrire la progression dans la connaissance, dans les mécanismes, dans les spécificités de ce lieu, des attitudes, des comportements qui s'y expriment. Et parce que maintenant on a parlé beaucoup boutique, beaucoup cuisine plutôt, mais le cœur du livre, c'est quand même ce que vous avez vu là-bas. Et au fur et à mesure, quand même, quelle que soit l'indéniable bienveillance que vous gardez tout le long du bouquin, le constat est de plus en plus amer et de plus en plus terrifiant. C'est ce que vous décrivez, un système
Vous l'avez synthétisé à un moment, un paragraphe, on envoie à la psychiatrie tout ce qui est psychologie sociale, en fait tout ce qui est pathologie sociale, et par ailleurs la société est de plus en plus pathogène, et du coup, voilà, on se retrouve avec une espèce de cercle vicieux et des pratiques qui s'emballent, quelle que soit la bonne volonté finalement des gens qui sont sur le terrain. Oui, alors c'est vrai que le livre n'est pas très joyeux de ce point de vue-là. Mais une fois de plus, je pense qu'on n'avait pas besoin de moi et de ce livre pour savoir que c'est la catastrophe à l'hôpital public. Et la psychiatrie étant le parent pauvre de l'hôpital public, c'est encore pire en psychiatrie. Bon, donc, et encore, moi je pense que le service où j'étais est une espèce de service un peu médian. C'est-à-dire que c'est pas l'horreur, par exemple, de l'hôpital de Rouen, dont on a pas mal parlé ces dernières années, où les gens dorment comme dans des cachots, sur des paillasses souillées. Enfin bon, c'est vraiment... on est vraiment au Moyen-Âge. C'est pas non plus la clinique privée qui ressemble quasiment à un hôtel de cure thermale. Donc on est comme ça dans un entre-deux où c'est pas totalement catastrophique, mais enfin c'est pas joyeux non plus. Et c'est vrai que ce que je donne à voir n'est pas réjouissant, parce que je donne à voir la souffrance des patients, mais aussi des soignants. Le fait que les politiques budgétaires et managériales de ces dernières années, voilà, comme tout le monde le sait, ont supprimé beaucoup de lits, supprimé beaucoup de postes, que donc plus personne ne veut faire de la psychiatrie. Quand les soignants vont en psychiatrie, ils sont en burn-out très rapidement. On manque de personnel, donc on compense en abrutissant les patients de médicaments. Il y a de la maltraitance. Enfin bon, ça ne va pas, et ça ne va pas seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons idéologiques, ou plutôt ce sont les raisons idéologiques qui sont à l'origine des choix budgétaires, parce que souvent on dit ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais en fait, il n'y a pas d'argent parce qu'il y a un choix politique, philosophique derrière, et qui est que on ne va pas non plus perdre trop de temps et d'argent avec les schizophrènes, comme avec les migrants, comme avec les vieux, comme avec les jeunes, comme avec tous ceux qui sont plutôt dans qui ne sont pas au centre précisément de l'appareil productif. Donc ce constat-là, c'est un constat... on pourrait dire aussi des dysfonctionnements du capitalisme managérial, quoi. C'est-à-dire que c'est l'hôpital psychiatrique, mais ça pourrait être ailleurs. Alors à l'hôpital psychiatrique, c'est extrêmement criant. Mais il y a cette ligne-là qu'on pourrait... qui a quelque chose d'assez désespérant. Et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, j'ai beaucoup de témoignages de soignants qui me remercient justement de donner à voir cette réalité, parce qu'ils se sentent un peu seuls. C'est pas une cause qui mobilise les foules, mais je peux pas m'empêcher. Alors c'est la façon dont moi je regarde mon livre. Hein, peut-être que vous lecteurs vous le verrez autrement, mais je peux pas m'empêcher de voir aussi dans ce livre quelque chose de joyeux et de vivant. Et à un moment, je dis dans un chapitre central qui s'appelle Prisonniers, où je dis que les patients sont comme des prisonniers sociaux. Je dis, mais il y a le spectacle de la vie qui insiste. Et ce qui m'a aussi frappé, quand même, c'est la façon dont ces patients qui sont enfermés contre leur volonté, qui sont sédatés, qui sont sanglés à des lits dans des chambres de contention, qui en empêchent d'appeler sa famille, de sortir fumer des clopes, et bien, il y a quelque chose qui résiste tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la joie de vivre. Il y a de l'humour, énormément d'humour, et même sur leur pathologie. Il y a du sabotage permanent, je le raconte dans le bouquin. Ils s'organisent, ils cachent des trucs, ils s'échangent des cartes SIM, des clopes, ils font des petits trafics, ils manipulent les infirmiers. Il y a quelque chose de la résistance. Et c'est vrai que souvent, mon entourage me disait, mais quand tu rentres le soir, tu dois être totalement déprimé, totalement abattu. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais vidée par ces journées. Après, je me suis un peu habituée. Mais je rentrais aussi assez joyeuse, parce que pleine de cette espèce de résistance dont témoignaient ces patients, et de cette espèce de pulsion de vie. C'est-à-dire que vous assistez vraiment à la vie dans ce qu'elle a, je le dis, de plus nu, de plus brut, de la vie qui résiste, qui insiste, du refus aussi
du refus de l'enfermement, du refus qu'on les nie, qu'on les nie comme citoyens, comme individus qui font partie de la communauté, etc. Donc c'est aussi un spectacle de l'humanité qui a quelque chose de réjouissant, hein, paradoxalement, et de même chez certains soignants, comme par exemple l'infirmier Barnabé, que j'appelle le moine bouddhiste du soin, qui dit « le premier outil du soin, c'est l'amour », et lui qui est là pour donner de l'amour à ses patients. Quand vous voyez ça, c'est-à-dire que vous voyez l'hôpital qui s'écroule, et en même temps, vous voyez ce que l'humain est capable de faire pour survivre, et donc vous êtes partagé entre ces deux émotions très contradictoires, mais... c'est-à-dire que la joie n'est pas totalement annulée par la catastrophe de l'hôpital public. Et même, en fait, vous tracez une voie de sortie possible qui serait d'arrêter tous, nous, collectivement, d'être complices de cette relégation des fous. Et on n'a pas parlé c'était vachement important pourtant de ce choix d'employer le mot fou, qui est un choix presque téméraire par rapport à il y a quelques années. En tout cas, cette possibilité qu'on aurait d'arrêter d'être complice de la relégation des fous pour les soigner tous un petit peu, quoi, pour les garder parmi nous, comme ça puisse pas dire en Italie quand il y a 40 ans, quand il y a eu quand il y a eu des scandales dans les hôpitaux. Oui, à un moment, je cite cette phrase de Jacques Bonafé, pas Jacques, c'est pas le comédien, Lucien Bonafé, le grand psychiatre, parce que le livre, dans tout le livre aussi court, ce courant de la psychothérapie institutionnelle qui a été créé après-guerre, et qui a perduré jusque dans les années 80, qui est l'âge d'or de la psychiatrie, dont beaucoup de soignants me parlaient avec nostalgie. Donc ce moment humaniste de la psychiatrie, où on crée des communautés de vie, où on ouvre l'hôpital sur la cité, où on essaye de baisser justement les doses de médicaments, de faire entrer la culture psychanalytique de la parole, bref. Donc le livre, il est traversé par ça. Et à un moment, je cite cette phrase géniale de Lucien Bonafé, donc qui est vraiment des inventeurs de la psychothérapie institutionnelle, qui parle du potentiel soignant contenu dans le peuple, et qui dit de replacer les fous dans la cité, dans la communauté, c'est donner à chacun la possibilité de soigner, sachant que le soin, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est de la patience, c'est de la bienveillance, c'est un regard, c'est un geste. Et moi, il y a beaucoup de psychiatres qui ont lu le livre et qui me disaient à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez devenue soignante. Parce que en lisant le livre, ceux qui sont de cette tradition-là, en tout cas, me disaient, en fait, vous avez soigné pendant 1 an. Parce que juste le fait d'être là, de parler, d'être attentif, c'est du soin. Donc c'est une espèce de manière très, très artisanale et très simple de revenir aux fondamentaux du soin, mais qui est complètement à rebours de la culture ambiante, où le temps, c'est de l'argent. Et précisément, en psychiatrie, le temps ne peut pas être quantifié. C'est-à-dire que c'est pour ça que la fameuse tarification à l'activité qui a envahi l'hôpital, ça bloque en psychiatrie, parce que en cancérologie, vous savez que tant de soins, ça correspond à tant d'argent. En psychiatrie, passer 40 minutes sur un banc à fumer une clope en silence avec un patient, ça coûte combien? On ne sait pas. Ça n'a pas de prix, en fait. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la difficulté de terminer un ouvrage pas purement de fiction. Moi, je vous propose il y a quand même un endroit où je sens que vous avez dit, tiens, là, peut-être qu'on est arrivé à quelque chose. Alors, je suis désolé, ça fait... Ou peut-être vous voulez le lire. Il y a un paragraphe qui fait 5-6 lignes. Et je me disais que c'était peut-être à ce moment-là, que c'était peut-être la trace de ce moment où vous avez senti qu'il était possible de passer à autre chose. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut aussi lire autre chose. Alors, on est plutôt, en effet, à la toute fin du livre où je commence à entrevoir des choses, à comprendre 2-3 trucs. Si l'hôpital psychiatrique est bien une aventure du langage, de la parole et du silence, du plein et du vide, des cris et des marmonnements, du sens et du non-sens, du verbe qui soigne et de celui qui déraille,
Peut-être ai-je prêté trop d'attention à tout ce qui se dit, quand il y a aussi tout ce qui est dû. Pour ceux qui doutaient de l'intérêt littéraire et de la valeur littéraire de l'ouvrage, je pense qu'il ne doit plus y avoir trop de doutes. Merci. Est-ce que, j'imagine, beaucoup. sur ce genre de sujet en général, on a pas mal de gens qui veulent poser des questions. Alors, je regardais s'il y en avait un troisième micro. Non. Je vous prête le mien. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis psychiatre, hein, je vous précise tout de suite. Et j'ai vraiment adoré votre livre. Vraiment, merci. C'est une bouffée d'air. Bon, je vais le recommander à tous mes amis. Enfin, je suis psychiatre, je suis en fin d'internat plus précisément, en dernier semestre. Bon, moi j'ai plusieurs remarques. Bon, vous m'avez un peu devancé entre guillemets. Hein. Vous avez cité Arthur tout à l'heure. Je trouve que c'est très très intéressant cette phrase au moment quand vous parlez du plâtre, du sac de plâtre. Vous dites juste avant la phrase que vous avez citée, parce qu'il me semble que justement une des manières de parler de la folie, en tout cas de l'expérience de la folie, c'est l'usage de la métaphore. Et vous en faites usage tout le livre, et ça je trouve que c'est extrêmement puissant. Et parce qu'en fait c'est comment accéder en fait finalement à cette altérité totale, et c'est en fait autrement que par le langage on peut pas, en tout cas pas encore, peut-être dans 100 ans, 200 ans, je sais pas, mais l'usage de la métaphore c'est la seule chose qu'on a en fait. Et quand Arthur dit qu'il est comme un sac de plâtre, alors je crois que c'est page 126. Oui, un sac de plâtre posé là, je crois. Ouais, Ouais. c'est vraiment c'est une manière de représenter, enfin, 3 mots, la mélancolie. Vraiment, c'est cet arrêt du temps, cette matérialité extrêmement forte, quoi. Ce corps qui s'arrête complètement. Donc ça, c'est très très fort. Alors après, moi, il y a d'autres choses. Il y a quelque chose qui parcourt votre livre aussi, je trouve, qui est très fort. C'est cette question des dualismes. Votre livre, c'est la synthèse de tous les dualismes qui parcourent la psychiatrie, en fait. Voilà, d'ailleurs, vous titrez dedans, dehors. Voilà, c'est soignant, soigné. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin, en fait, c'est cerveau, esprit aussi. En fait, c'est une histoire de dualisme, la psychiatrie. Et moi, je pense peut-être que votre positionnement là-dedans, si dans votre narration, vous êtes peut-être cette tension qui existe entre ces deux pôles. Ah oui, psychiatrique et social aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, vous en parlez dedans. Bon, ça, c'est des vieilles lunes. Hein. Est-ce qu'on est psychiatre? Est-ce qu'on est... Moi, je crois qu'on est un peu les deux, hein, toujours. Hein, donc, mais ça, c'est extrêmement puissant parce que vous êtes, j'ai l'impression, dans le livre, cette tension qui existe entre ces pôles en permanence. Vous prenez cette place-là, en fait. Et vous arrivez à en parler merveilleusement bien. Et voilà, moi aussi, je dois faire une dernière remarque. C'est sur une phrase que vous dites, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est page 164. Alors, vous dites « On l'a soignée afin que non pas elle, mais le monde retrouve sa place ». Et alors, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Et ça m'a évoqué un tout petit livre de Jean-Paul Sartre. Et c'est Esquisse d'une théorie des émotions. Et il parle, c'est de la phénoménologie, hein, et il parle des émotions, justement, l'émotion qui chamboule. Et c'est dans l'émotion, c'est le monde qui bouge, en fait. Et ça m'a vraiment fait... Enfin, j'ai trouvé que cette phrase extrêmement puissante, c'est quelques mots, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai une ultime remarque, c'est la... Oui, vous Une parlez critique quand même, non? Vous parlez de psychothérapie institutionnelle dedans, donc de Jean Houry, de Lucien Bonafé. Et en effet, je me suis demandé, est-ce que vous avez envoyé le livre aux soignants avec qui vous avez travaillé? Est-ce que vous avez eu des retours de leur part? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Parce qu'en effet, moi, il me semble que vous avez eu un rôle de soignant, c'est une évidence. Vous me parlez de petits bureaux dans lesquels vous receviez des gens. Je crois que c'est la définition de psychologue. Donc, en tout cas, je vous remercie parce que c'est un très très beau livre. C'est moi qui vous remercie pour votre magnifique lecture. Enfin, c'est très beau ce que vous en dites. Et c'est vrai que ce que vous dites sur la métaphore me fait penser à ce que je racontais au début sur la littérature, quoi. C'est que la littérature serait peut-être la forme la meilleure pour parler de ça, puisque c'est le lieu de la métaphore. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vous remercie. Et alors sur la réception, il
il y a eu plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de courriers de soignants. Alors, pas les soignants que j'avais fréquentés, mais beaucoup de courriers de soignants qui me remerciaient et beaucoup de courriers de psychiatres de l'époque, justement, Laborde, etc. Donc, plutôt l'ancienne génération. J'ai reçu aussi pas mal de courriers de patients, d'ailleurs. Pas les patients que j'avais croisés, mais d'autres, à des niveaux plus ou moins élevés de délire. Mais bon, j'étais contente de recevoir ces témoignages. Alors, après, ça a été bizarre la réception, parce qu'évidemment, je suis retournée dans le service pour offrir le livre. Et je voulais l'offrir déjà aux patients et aux soignants. Et on ne m'a pas donné l'autorisation de retourner voir les patients pour leur offrir le livre. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. On a invoqué le Covid. Je pense que le Covid avait bon dos là, dans cette affaire. Mais je trouvais ça assez dur parce que quand je suis partie, déjà, c'était compliqué de partir. J'ai eu du mal à partir, vous pouvez imaginer, avec l'idée complètement débile que j'allais leur manquer, ils allaient être tristes que je parte. Enfin bon, alors qu'en fait, c'était moi qui étais triste et c'est eux qui allaient me manquer. Mais bon, on se raconte des trucs. Et j'avais dit, je reviendrai vous offrir le livre. Donc, ils ne m'ont pas laissé la possibilité. J'ai laissé quelques exemplaires. J'espère qu'ils les auront eus. Par ailleurs, vous imaginez bien que la plupart des patients ne liront pas le livre et n'étaient pas malheureusement en état de le lire. Du côté des soignants, ça a été ambigu parce qu'à la fois, je n'ai pas eu de retour négatif. J'avais très peur de ça. Qui se sentent trahis ou qui me disent vous n'avez rien compris ou telle scène est malveillante, etc. Donc ils m'ont dit bon, c'est juste, c'est ça. Donc je me disais bon, ça c'est gagné. Mais après il y avait aussi, en fait ils n'avaient pas grand-chose à en dire, comme si j'avais fait une espèce de, vous voyez, de décalque de leur réalité. Et ils me disaient bon bah oui c'est ça qu'on vit tous les jours. Bon bah ok. Comme s'il n'y avait pas plus à dire, qu'il l'avait lu comme une photographie du service dans lequel il travaillait. Je trouvais quand même que ça allait plus loin que ça, ne serait-ce que moi, dans la façon dont je m'avançais. Le médecin-chef, par exemple, le seul truc qu'il a dit, c'est qu'il était vexé parce que j'avais écrit qu'il avait un gros ventre. Donc je me suis dit, bon, s'il a que ça à dire du bouquin, c'est quand même bizarre, quoi. Et je pense que... Et de fait, en plus, il avait un gros ventre. Donc je lui ai dit... Parce que je le compare à, vous savez, le passage avec Pinel, il faut que le médecin-chef en impose physiquement, etc. Donc je ne sais pas si c'était une pudeur ou une gêne, qu'il ne savait pas quoi en dire. Et voilà, et quand j'ai eu cette réunion avec tous les soignants, finalement, personne ne prenait la parole. Alors certains disaient, bon ben, quand même, merci d'avoir témoigné de nos conditions de travail difficiles, mais ça n'a pas enclenché... de discussion. Il n'y a même pas eu de débat. C'est-à-dire certains auraient pu me dire là, je ne suis pas d'accord. Et voilà. Donc, ça a été un peu déceptif de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est marrant, c'est qu'avec la sortie du livre, j'ai été invitée par une association de psychanalyse qui s'appelle Regain de la psychanalyse, où je suis allée à Paris sur une péniche qui s'appelle l'Adamant, qui est justement un hôpital de jour dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle. Donc des soignants, qui n'est pas ceux avec qui j'avais vécu. Alors eux, ils étaient très avides de me recevoir, et là, on a vachement parlé, ils avaient lu le livre. Voilà. Donc, vous voyez, vous, aujourd'hui, vous m'en parlez, mais les psychiatres avec qui j'ai passé un an, ils n'ont pas vraiment réussi à me faire une phrase. Mais bon, je peux comprendre que ce soit compliqué pour eux, par ailleurs. Merci à vous. D'autres questions? Quelqu'un voulait intervenir? Non? Oui? Vous êtes allé, si j'ai bien compris, parce que peut-être j'ai mal compris, vous êtes allé donc échanger avec eux directement dans le service, donc avec les soignants, tout le monde, pour avoir un retour. Et vous dites qu'il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu d'échange. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital. J'ai vu, en tant que quoi? En pharmacie, mais du coup dans les services de soins, donc en psychiatrie notamment. Mais je parle... Parce qu'en fait, ce que je vais dire, c'est pas que pour la psychiatrie. C'est pour l'hôpital.
En fait, la parole, il y a encore, je ne sais pas, peut-être 20 ans de ça, ou 15 ans de ça, il y avait des moyens d'échange et de discussion, et donc une forme de liberté de parole. Depuis quelques années, on voit bien, et alors c'est pour ça que je pense que les gens sont épuisés, bien sûr, puisque du fait du changement, mais aussi, comment dire, la démocratie interne, participative, n'existe plus. Voilà. Et donc, quand elle n'existe plus, entre le boulot tous les jours, donc trouver son énergie pour soigner, à côté de ça, trouver son énergie pour sa vie, eh ben, en fait, on ne peut pas être sur tous les fronts, et donc la parole n'existe plus. Voilà. Ouais, j'entends très bien ce que vous dites. Ouais, vous avez raison. Les axes du livre, de toute manière, que le temps de parole et que la pratique de la parole diminue de plus en plus, c'est le livre Parce que, des alternatives fâcheuses. par la descendance. Pardon Enfin, par la... Voilà. Non, mais c'est en termes... La verticalité, plutôt. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Non. Si vous voulez vous faire... alors, merci, pardon. Merci. Non, mais merci à vous. Merci. It brings a tear. Il s'agissait d'une rencontre avec Joyce Orman, auteur de l'ouvrage À la folie, paru aux éditions Flammarion lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 26 juin 2021 à l'invitation du Marathon des mots. Joyce Orman a aussi fait paraître un premier roman, Boys Boys Boys, en 2005, lauréat du prix de Flore. Elle a signé depuis une quinzaine de livres, parmi lesquels Comme une bête, prix François Mauriac de l'Académie française en 2013, ou encore La peau de l'ours en 2014, sélectionnée dans la liste du prix Goncourt. Réalisation et mise en onde, Radio. Just like a child.